Hey les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Vous avez vu, il y a le bourgoin qui vient de partir. Je viens de graisser le broyeur. Je suis chez Vincent. Il y a le N101. Les gars viennent ramasser la première parcelle de maïs semence. Donc il n'y a que 2 hectares et quelques. Du coup, ils sont partis. Moi, j'attelle le broyeur au 101 et je l'amène à Vincent au champ. Donc je suis juste venu voir le bourgoin fonctionner. Et je vous explique après pourquoi pourquoi on broie derrière le bourgoin. Explication juste après. Donc vous avez vu, il y a le bourgoin, quelques planches derrière moi si on voit. On broie les cannes de maïs et les pailles de maïs juste après que ça ait été ramassé au bourgoin. Donc le bourgoin, je vous rappelle, ça ramasse les épis de maïs en entier. Il y a quelques rouleaux qui vont faire un système un peu d'effeuillage pour retirer les grosses fans qui sont autour de notre épi de maïs, parce que notre épi de maïs est là. Donc le bourgoin à l'avant équipé d'un cueilleur, ce qui a les doigts, ça va venir attraper notre coque, l'arracher du pied, et il y a comme un couteau qui va venir couper des sections du pied de maïs après. Vous voyez, si on regarde, il reste derrière le passage du cueilleur, il reste ça. Après dans le bourgoin, il y a quelque chose avec des rouleaux qui tournent dans plusieurs sens pour essayer d'attraper les fans et de laisser au maximum l'épi. Et après ça arrive dans la trémie, on vide dans les caissons qui est en bord de champ. Donc la question, pourquoi les fans de maïs sont broyés juste derrière? Vous allez me dire, franchement, vu la hauteur des cannes, vous déchaumez, ça fait l'affaire. C'est pour un aspect agronomique, c'est un levier agronomique, parce qu'en fait c'est pour combattre une bestiole qui s'appelle la pyrale, le papillon de la pyrale. C'est un papillon qui va venir pondre les larves dans l'épi, et en fait le souci c'est que ça va venir manger l'épi et tout ça. Donc on peut le voir parce que des fois on va voir aussi un petit trou rond en fait à cet endroit là. Il y a plusieurs animaux qui peuvent être, plusieurs ravageurs qui peuvent être à la cause de ça, mais ici ils ont essentiellement de la pyrale. Donc l'un des moyens de lutte de la pyrale, ça va être des trichogrammes, ça va être, on va mettre des petits œufs d'une bébé guêpe en fait, qui elle va venir pondre dans les œufs de la pyrale. Donc ça déjà c'est fait l'été. Et un second moyen en fait pour la combattre encore plus, c'est que là au jour d'aujourd'hui il y a des larves, énormément de larves. Et en fait ce qui se passe, c'est que si on ne broie pas ces cannes de maïs ici, en fait les larves vont redescendre dans le pied et venir se cacher dans le racinaire. Donc l'intérêt ça va venir de broyer. Donc on va pas broyer non plus à la terre, hein. On va à peu près s'arrêter à broyer par là. Et du coup la canne détruite, la larve aura beaucoup plus de mal à survivre durant l'hiver. Ça c'est le premier intérêt. Second intérêt, c'est, vous voyez, il y a un broyage grossi. Mais le second intérêt c'est de finir la décomposition, d'aider la décomposition des pailles, parce que plus ça va être broyé, plus ça va être fin, mieux ça se décomposera. Après ce qu'il faut essayer de faire, c'est quand vous voyez le bourgoin roule, là il a descendu, donc les cannes sont couchées par là, celles en tout cas des rangs extérieurs. L'intérêt ça va être de broyer à contresens pour arriver à rattraper bien ces cannes et les broyer. Après vu qu'on est sur du maïs, que ça a été biné et tout ça au printemps, on ne peut pas broyer trop ras, parce que c'est un coup endommager les couteaux du broyeur. Vous allez me dire, le maïs paraît vert. Oui, c'est les entreprises semencières qui décident à quel moment on doit récolter le maïs, parce que vu qu'ils ont, eux, ils savent dans les variétés, ils savent par exemple cette variété, il faut la ramasser un peu humide, parce que si on la ramasse pas humide, elle va s'égrener lors de la récolte, parce que c'est du fait génétique. Donc c'est l'entreprise semencière qui sait quand il faut la ramasser, et là le top départ a été lancé. Si je vous prends un grain sur un épi, les grains du bas de l'épi, on va dire entre guillemets, manquent un peu de sec, que les grains du haut sont corrects. Et c'est vrai que si on compare ça à du blé, quand on moissonne le blé, c'est pas sec, c'est tendre quoi. Mais bon, en soi, vu que ça passe au bourgoin, c'est moins risqué. Où ça serait risqué, c'est si c'était moissonné, parce que dans le batteur ça puisse s'écraser et faire de la purée. Là, les caissons vont partir à un centre un peu de séchage, et après ça, des tables d'effeuillage où les dernières feuilles qui sont dessus seront retirées, avant que l'entreprise semencière puisse faire son travail de dégrainage, triage, conditionnement et tout ça. Voilà, donc l'intérêt, explication un peu longue, mais voici les intérêts en tout cas du broyage des cannes du maïs. Que ce soit du maïs semence, du maïs conso, tout ce qu'on veut. Donc, combattre, donc lutter contre la pyrale et meilleure décomposition. Voilà. Bon allez, on continue.
Donc ce que ça donne derrière le broyage, on voit, bon là il reste un bout de canne, c'est peut-être pas le meilleur endroit où je vous montre. Mais en soi ce qui est important c'est que la canne soit éclatée en fait, pour pas que la pyrale redescende dans la canne. Bon là il reste des bouts de canne, mais bon dans l'ensemble c'est quand même assez bien broyé. Si on regarde, vous voyez, là la canne elle est éclatée, le dessus de la canne. On essaye de broyer au plus bas, mais vu que le maïs a été biné, ça fait des bosses au milieu, donc on peut pas broyer trop bas. Parce que si on broie trop bas, on va flamber les couteaux du broyeur complet. Mais après voilà, on a quelque chose de complètement haché. En plus là du coup c'est une variété qui est ramassée quand le maïs est un peu vert, vous voyez. Et de la matière verte va se décomposer en moyenne plus rapidement que de la matière sèche, donc de la vraie paille. Donc là on est sur quelque chose qui va se décomposer rapidement, c'est super. Et en plus de l'avoir un peu pété et tout, super assimilation au sol, décomposition plus rapide. Donc là ce que Vincent va faire, c'est à peine d'ici quelques jours, ce champ en tout cas sera déjà semé en couvert végétal pour l'hiver. Parce que ici ça repart en maïs l'an prochain. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir avec un semoir de TCS. Donc c'est un carrier drill. C'est un semoir qui va travailler le lit de semence et qui va semer la graine dedans. Donc l'intérêt c'est aussi que le couvert végétal puisse bien lever, que si ça aurait été là-dedans, je vous dis pas que ça aurait pas levé, hein. Mais là ça va lever un peu mieux quand même. Du coup la matière va se décomposer, au fur et à mesure qu'elle va se décomposer, elle va relâcher des nutriments que le couvert végétal qui poussera derrière va assimiler et stocker durant l'hiver pour éviter du lessivage. Voilà, le bourgoin derrière. Bon, ils ont presque terminé, donc je pense que pour ce soir, pour aujourd'hui, ça va s'arrêter là. Et je vous dis à demain matin au travail. Allez, c'est parti. Loupé. Et voilà les agris, je vous reprends, on est lundi matin. Non, on n'est plus lundi matin, on est lundi début d'après. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des luzernes à lever et on avait ici ce champ. C'est le premier champ de blé bio qu'on avait déchômé ensemble, avec le même ensemble, qu'on était à repasser parce que c'est pour du bio tout ça. Parce que là du coup on a de l'ambroisie et des trucs comme ça. Du coup je voulais attaquer au Vibroflex. Ici j'ai attaqué au Vibroflex, j'ai bourré. Il y a trop de repousse de blé et il y a aussi de la repousse de luzerne de l'anté précédent et il va aussi avoir de l'ambroisie. C'est pour ça que là on s'excite un peu à détruire, c'est surtout pour détruire cette ambroisie pour éviter qu'elle nous pose des problèmes un peu plus tard. Donc du coup j'avais attaqué au Vibroflex pour scalper avec les pattes d'oie et je me suis retrouvé que ça passait pas, sans bourrer. Donc au lieu d'y mascagner et tout ça, j'ai préféré rateler mon disco mulch, parce qu'il va venir faire un mulching un peu de tout ça. Vous voyez là à côté où je suis passé, ça fait un mulch de tout ça. Et quand j'ai passé mon Vibroflex, je vais plus bourrer là-dessus. On va me dire ouais, ça fait un passage d'outil de plus et tout ça. Mais bon, en soi avec le Vibroflex on passait pas. Beaucoup de mascagne, on a laissé beaucoup de paquets en surface et quand on aurait semé ici, je crois que ça va partir en trétical, mais on aurait eu beaucoup de mal à l'implanter, beaucoup de végétation, on aurait pu faire l'air, c'est très, ça aurait tempé tout ça. Donc voilà, disco mulch. Et ce que je veux vous montrer, c'est que donc ce qui est vert foncé, c'est les ambroisies, vert foncé un peu jaune, et tout ce qui est vert un peu clair, c'est des repousses de blé qui ont été déchômées il y a 2 mois. Regardez le blé. On a les épis, on a tout. À 2 doigts, on laissait ça dans le champ, on moissonnait dans 1 mois. Non, en vrai, on n'aurait pas pu. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on est au stade laiteux déjà. Et ça, c'est une graine. C'est-à-dire qu'il y a même eu le temps de talage et tout ça. C'est hallucinant. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est quand même incroyable que cette culture s'est développée en 60 jours. Ça s'est créé en 60 jours. Je trouve ça hallucinant. Et on a l'épi, on a tout. Hein. Et là, il y a même, on dirait, il y a la pollinisation qui commence à se faire du blé. Parce que oui, un blé s'auto-féconde. On est au stade pollinisation. C'est laiteux dedans. C'est hallucinant.
Donc pourquoi? Premièrement, déjà il y a dû avoir un peu de perte à la moisson pour qu'il y ait autant de repousse. Après encore, ça reste dans du raisonnable. On était sur des terres de plateau, donc c'est possible que ce soit du petit grain de blé qui soit tombé et tout ça. Deuxièmement, c'est la variété. C'est un blé qui s'appelle le Valbuena. C'est un blé un peu particulier, c'est un blé qui peut être semé de printemps. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de la vernalisation de tout ça pour sortir un épi. Habituellement, nos céréales d'hiver, elles ont besoin de passer par une période qui s'appelle la vernalisation, qui en fait c'est une période de froid sur une longue durée. Donc, on implante notre culture, elle tale, elle fait le racinaire. Il y a la vernalisation qui passe, elle sent qu'il y a beaucoup de froid qui est passé, tout ça. Les chaleurs reviennent, la culture se dit c'est bon, on est au printemps, je peux commencer à faire ma croissance normalement, j'ai pas de risque de geler et de perdre. Donc là, vu qu'on est sur un blé de printemps, il n'y a pas tout ça. Et c'est pour ça qu'il a fait son cycle très très rapidement. Et vu qu'il faisait chaud et tout ça, ça l'a accéléré à faire son cycle. Parce que les conditions, les températures météo sont assez hautes. Donc, dû au fait qu'il a réussi à sortir les pieds et tout ça. Bon, après, en hauteur de paille, on est à 40 cm. Loin d'avoir la hauteur de paille, et c'est pour ça qu'il a réduit vraiment tout son cycle plus rapide. Mais c'est quand même impressionnant de voir la puissance de la nature. Genre. En vrai, on aurait pu, pourquoi pas, se le garder. Hein. Il n'y aurait pas eu toutes ces ambroisies, je pense qu'on l'aurait laissé un peu plus longtemps, ça se serait tenté. Bon, après, là, pour mûrir, ça aurait été compliqué. Mais je trouve ça impressionnant, c'est pour ça que je voulais vous en parler en vidéo, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vu moi-même. Et je me suis dit, attendez, il faut que je vous partage ça quand même, je trouve ça surprenant, comment la nature peut travailler. Mais au final, ça va quand même nous rapporter de la matière organique à nos sols, ça va faire un peu un couvert végétal d'été. Franchement, on va pas demander de plus. Notre sol aura un peu travaillé cet été et tout ça. Franchement, c'est top. Voilà. Donc du coup, je passe ça, j'ai une orge bio aussi. On avait déjà déchaumé un coup, je vais y mettre un autre coup, c'est pareil, beaucoup très sale. Et après je rattelle mon Vibroflex et je vous reprends après. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, comme vous avez vu aux images, une batteuse avec le cueilleur et moi derrière j'ai le 134 avec la benne. Donc oui, on est parti attaquer à moissonner du tournesol aujourd'hui. Donc si on regarde, il est à peu près mûr. À des endroits on est peut-être craque en humidité, mais la décision a été prise, c'est sur notre site éloigné Castelnau. Ce qui s'est passé, c'est que bon, là on est sur le champ du plateau. Dans la vallée, il a une autre tête, le tournesol. Et en fait, dans la vallée, le tournesol était très très grand. Il était là, franchement, au moment de la flot, je touche une capitule. Et je suis pas si petit que ça, je suis à 1m75. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le tournesol était très haut et a versé. Et du coup, il y a des capitules complètement par terre là, et on a repris. Là, ils sont complètement écrasés par terre. Et du coup, il y a un gros risque que ce week-end, il va risquer d'y avoir beaucoup de flotte. Et du coup, si on laisse la flotte passer là-dessus, on ramassera rien du tout. Donc la décision a été prise qu'on préférait ramasser du tournesol, peut-être pas tout à fait à la norme, peut-être un chouïa au-dessus et qu'on ait des frais de séchage. À tout moment, il est mûr. Hein. On ne sait pas parce qu'on se pressait pas autant que ça. Pour tous les autres tournesols, on prépare notre batteuse que la semaine prochaine. Et du coup, voilà. Après, à tout moment, ça va être mûr, mais je pense qu'on va être limite. Bon, dans ce champ, on va pas être limite, on est à la norme ici, je pense. Franchement, quand on voit, il est bien mûr. Ça fait un bout de temps qu'il est comme ça. Les capitules sont bien retombées. Et même tout à l'heure, je l'ai foutu le grain à la bouche. Bon, c'est pas comme un blé où on attend que ça soit croquant, tout ça. Pour savoir, le tournesol, en fait, sa norme d'humidité, ça va être 9. Parce qu'en fait, c'est un oléique. Ça fait partie de la famille des huiles. Et donc, comme le colza, la norme est à 9. Tout ce qui sont les autres céréales à paille, on va être aux alentours de 15, non 14, entre 15 et 14. Donc le tournesol, pour ceux qui n'ont jamais trop vu, hein, c'est comme si vous mangez un apéritif d'épipas, c'est pareil, c'est notre petite graine comme ça, qui dedans il y a l'amande. Voilà, c'est un tournesol oléique, du coup à la destination de l'huile. On fait que du tournesol oléique sur la ferme.
Donc oui, du coup, pourquoi on ramasse avec ça et pas notre New Holland? C'est parce qu'en fait, c'est le prestataire, comme je vous ai dit, c'est versé. Donc là, c'est le prestataire qui vient de nous le faire parce qu'il a un cueilleur devant. Le cueilleur, en fait, nous, je vous expliquerai comment est notre coupe pour ramasser le tournesol semaine prochaine, quand on l'équipera. Et là, en fait, c'est un cueilleur et l'avantage du cueilleur, j'essaierai de vous le montrer un peu après, il y a un système de chaîne, tout ça, qui, quand c'est un peu couché, ça arrive à en rattraper. S'il y a des capitules qui se sont un peu relevés, il va arriver à l'attraper le cueilleur. Bon, après, si c'est plaqué par terre, on ramassera pas non plus. Et donc, c'est pour ça que les 15 hectares qu'on a à faire ici, on les fait avec cette 430. Bon, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de vous faire décoller le drone. Et voilà. Bon, allez, on finit ce champ et on a la machine à déplacer. On reprend ça demain matin. Donc, on reprend demain matin. Avec la 430 derrière. C'est parfait. Bon, allez, ciao, ciao. Voilà, montage en cours. Bien sûr, comme d'habitude, j'oublie de vous filmer l'utro. Juste pour vous dire, ce qu'on a fait vendredi, on a fait exactement la même chose. On a continué à ramasser tout ce qui était versé. Et on a attaqué que l'après-midi, on attendait quand même que le soleil ait un peu tapé pour qu'il y ait un peu l'humidité qui se lève. Et au final, tout le versé qu'on aura ramassé à Castelnau, on aura ramassé à peu près à 10 d'humidité, 9, 8, 10. Donc ça veut dire qu'on a un point de séchage, c'est pas énorme. Bon, on aurait pu le ramasser à 9, on aurait été content, mais bon là en soi, bah, on a un point de séchage, c'est pas non plus énorme. On aurait dû le ramasser à 12 et tout, là ça aurait été plus compliqué parce que là niveau frais de séchage, ça aurait coûté cher. Donc voilà, du coup, tout a été, la partie versée a été rentrée. Il nous restera bien sûr toute la partie qui était debout, qui était encore un peu verte. Elle, je pense qu'il lui faut facilement une semaine à une semaine et demie de séchage au champ, quoi, au sur pied. Et ça, on reviendra le faire quand ça sera mieux un peu plus tard. Voilà. Donc peut-être la semaine prochaine ou celle d'après. On ne sait pas encore, on va voir. Donc voilà, j'espère que la vidéo a pu vous plaire. Donc, vous avez vu début de vidéo, ramassage au bourgoin, moisson de tournesol avec la 430. Voilà, j'ai essayé de... C'est une semaine où j'ai pu faire des plans et des prises de vue. Donc j'espère que la vidéo a pu bien vous plaire et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.